Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver comme tous les dimanches avec Pierre Armand. Avant qu'on commence sur le sujet de cette semaine, voilà, on voulait vous dire qu'on venait d'apprendre, on enregistre cette émission le mercredi, on venait d'apprendre la disparition de Yann Dallon, un artiste ultra talentueux avec lequel on avait eu la chance et le privilège de travailler à plusieurs reprises, que ce soit sur le magazine Rivers et aussi sur voilà, la réédition, enfin sur le MOOC New York et sa réédition que Pierre Armand est en train de vous montrer. Voilà, un garçon charmant, euh, passionné de sport, passionné de musique. Je me rappelle nos discussions au sujet de Mobb Deep et de Prodigy notamment, dont il était archi fan. Une disparition prématurée. Nos pensées vont vers sa famille, ses proches, tous ceux qui l'ont connu. Je vous avoue qu'on a un petit peu estomaqué d'avoir appris cette nouvelle. Donc on voulait lui dédier cette émission. Une émission comme Hoop Culture, c'est Yann, on l'avait noté, vous verrez, à l'avenir on aura des invités dans cette émission. Il était tout en haut de la liste des gens qu'on pensait inviter pour parler justement de sa manière de voir son art, le mélange entre le sport et sa pratique artistique. Euh, on s'y est pris trop tard, bref. On est un petit peu sous le choc, je vous le cache pas. En tout cas, on a une grande pensée pour lui, pour ses proches encore une fois. Et cette émission, elle est dédiée, et on la dédicace à Yann Dallon. N'hésitez pas à aller voir son travail, c'est assez exceptionnel. On vous met le lien dans la description comme d'habitude vers son Instagram. Vous verrez un petit peu tout ce qu'il pouvait faire. Voilà, grosse pensée à toi, Yann. Et Et puis puis, continuer à faire vivre son héritage, bien sûr, à travers le partage de ses œuvres. Voilà, un artiste, ça vit des centaines et des centaines d'années. Continuons à le faire pour Yann, passionné de basket, tu l'as dit, et qui explique dans le MOOC sur New York sa manière de travailler, sa manière d'anticiper, de voir le sport. Et voilà, ouais, on est un peu bleu aujourd'hui. On va pas se le cacher. Moi, j'ai vu ça. Je t'ai envoyé un message hier. J'allais commencer In ouais. Time et j'ai vu ça. Ouais, il pleuvait hier. Voilà. Peut-être je Voilà, on sais sait qu'il que me disait que c'était pas le moment de rigoler. voilà, non, mais enfin, je vais dire des platitudes, mais c'est vrai qu'on sait pas toujours ce qui se passe dans la vie des uns des autres. Donc voilà, profitez de ceux qui vous sont chers, serrez-les fort contre vous et puis continuez de partager les choses qui vous font vibrer. C'est ce qu'on va essayer de faire avec vous aujourd'hui. Pierre Armand, tu nous proposais un thème cette semaine, moi qui m'a plu tout de suite. Je te laisse le présenter peut-être à nos auditeurs pour leur dire de quoi on va parler cette semaine. Ouais, on parle toujours dans le Hoop Culture et de manière générale de choses qui nous inspirent. La semaine dernière, on a parlé de l'inspiration que nous avait donné et du souffle que nous avaient donné certains médias. Et puis là, on avait envie cette semaine de vous parler de moments héroïques un petit peu de l'histoire du basket, de la NBA, de ces moments inspirants, de choses qui nous étaient, de belles histoires qui nous étaient restées en tête. Voilà, donc on va parler de choses parfois émouvantes, parfois assez drôles. Donc voilà. Donc ce thème sur les moments héroïques va être bien. Tiens, un peu chat qui passe là, donc il va se mettre. C'est toujours parfait. Voilà. Donc on va rentrer là-dedans doucement. Et puis, comme toujours, vous êtes nombreux à nous suivre, à nous donner vos avis, les choses qui vous ont inspiré également. Donc, je pense que la catégorie commentaires de cette semaine, mon cher Théo, va être bien fournie. N'hésitez pas à étayer un petit peu pour qu'on aille voir à chaque fois, parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être oubliées, mais il y a des choses surtout qu'on ne sait pas et qu'on a envie de découvrir grâce à vous. Absolument. Et du coup, est-ce qu'il y a une chose, un personnage ou une histoire, une anecdote en particulier qui t'est tout de suite venu en tête, Pierre Armand, quand t'as pensé à ce thème? Alors, il y en a plein. On va pas dire le mot Jordan tout de suite pour pas faire plaisir à certains. On va revenir dessus bien sûr un petit peu plus tard. Moi, c'est Isaiah Thomas, le second, le petit, Ouais. le petit de Boston. Voilà, Isaiah Thomas parce que c'était une histoire qui m'avait beaucoup touché. Alors pour la petite anecdote, j'étais moi dans un voyage au Japon à ce moment-là. Et je voyais cette histoire en direct avec les, euh, enfin, j'étais pas au Japon, je dis une bêtise, j'étais à New York. Le Japon, c'est l'année d'après, j'étais à New York à ce moment-là et je regardais les playoffs en direct et on apprend donc que la sœur d'Asia Thomas, China, s'est tuée en voiture
a eu un accident de voiture. Et on voit ces images très touchantes les playoffs des buts contre Chicago. Et on voit ces images très touchantes d'Asiah Thomas qui est consolé par, il me semble, c'est un vrai Bradley Exactement. sur le bord du terrain. Il est tout seul. Il est là et c'est vraiment le cas de le dire, ce petit bonhomme qui est là tout seul consolé par des géants. Et donc les Celtics perdent les 2 premiers matchs. On se dit que bon, bah, les événements sont un petit peu trop lourds. Et vu la saison qu'avait faite Asia Thomas, c'était peut-être un peu gros les playoffs et on commençait déjà à dire ah bah c'est pas un leader, etc. Euh, et puis, bah, Isaiah Thomas score 53 points le jour de l'anniversaire justement de sa petite sœur, donc juste après. Voilà, un match incroyable. Le décès de sa sœur 15 jours avant. Euh, tout ce qu'il avait fait nous avait inspiré, avait dit Brad Stevens après la rencontre. Il avait été donc en dedans sur les premières rencontres, mais là, vraiment, c'est incroyable. Alors, c'est pas contre il me semble que c'est pas contre les Bulls qui score ça, c'était au second tour contre les Wizards, puisqu'ils sortent les Bulls, ensuite ils se reprennent, ils sortent les Bulls. Mais voilà, un match complètement fou. Il met 44 points dans le temps réglementaire. Il en rajoute 9, dont 2 lancers francs incroyables en prolongation. Bon, voilà, tout ça est très inspirant. Et je t'avoue que ça m'a autant inspiré que filé un dégoût de cette franchise des Celtics qui se sépare d'Asia Thomas. Après, oui, je sais, c'est un business, la NBA, machin, bidule, mais merde, vous avez un type comme ça qui est un Celtic à la mort et que rien que pour cette campagne-là et cette année-là aurait mérité son maillot retiré. Il est sorti juste après. Voilà. Écoute, moi ça m'avait vraiment, j'avais trouvé que c'était tout petit de la part de, c'est Daniel, je crois, qui Ouais, bouge Danny ça. Ainge, ouais. C'est le Et trade pour Kyrie Irving. voilà, en plus, on voit pourquoi. Mais surtout, je me rappelle, il y avait eu un documentaire justement sur l'intersaison d'Asia Thomas parce qu'on commençait à s'intéresser fortement à lui. Et on voit le moment où il l'apprend, quoi. Et il est tranquille au téléphone, il se dit tiens, bah c'est Danny, il le prend. Et le mec, le ciel lui tombe sur la tête. Bon, enfin bon, bref. En plus, il va à Cleveland. Enfin, même si là, il est numéro 1, il va se retrouver avec LeBron, même si, bon, bah très bien. Mais bon, et j'avais trouvé ça très triste. Mais cette période-là, c'était très, très, très inspirant et très émouvant, je trouvais, ce personnage qui. Il est ce qu'il est, mais ça l'avait rendu en tout cas très attachant. Ouais, mais carrément, je partage parce qu'en fait, Isaiah Thomas, dès le début, en fait, autour de sa draft aussi, il avait été suivi. Faut rappeler, il fait 1 il est annoncé à 1,75 m. Je serais curieux de voir si c'est vraiment sa taille sous la toise. Mais déjà, Du tout. quand il avait été drafté par les Kings, si je me trompe pas, ça devait être le dernier choix de draft du premier tour, quelque chose comme ça. C'était déjà une superbe histoire parce qu'on ne savait même pas s'il pourrait s'il aurait sa chance en NBA. Et j'ai noté, parce que j'avais noté aussi cette histoire d'Isaiah Thomas, ses stats sur la saison 2016-2017, 28,9 points à 46%, 2,7 rebonds, 5,9 passes. Une saison complètement folle. Et je me demande si c'est pas cette saison-là, il termine même 5e dans le classement du vote pour le MVP de la saison. All-Star, parcours incroyable. Et là, ce qui était assez sympa, c'est de voir finalement. T'as dû voir ça, Pierre Armand, il est passé un peu par la G-League, et puis là, il a fini par re-signer aux Suns. Alors, on sait pas trop ce que ça donnera, mais j'avais vu passer une interview de lui, en fait, qui était assez émouvante, où quelqu'un lui demandait, mais qu'est-ce qui te pousse à venir en G-League, en fait? Qu'est-ce que Mm. tu fous là, quoi? Et il expliquait que c'était ces gamins, en gros, qui lui avaient dit, non, mais tu peux pas... ton rêve, c'est de jouer au basket. On veut pas te voir sur le canapé à la maison en train de regarder les matchs à la télé. C'était une occasion d'aller jouer, va jouer. Alors, c'est raconté avec pas mal. Comme toujours, les Américains sont très forts pour le storytelling, mais Isaiah Thomas, c'est vraiment un personnage hyper attachant, hyper touchant. Donc, moi, j'étais ravi de voir qu'une franchise leur donnait une chance, même si on ne sait pas trop ce qu'il pourra en faire. Mais ça fait plaisir de le voir malgré tout refouler les parquets NBA. Oui, et puis je pense que tu vois, c'est un personnage controversé parce que en effet, on lui a donné une chance. On a l'impression que le terme "on va lui donner une chance", il y a la photo d'Asia Thomas dans le dictionnaire pour cette expression. Mais malgré tout, j'espère que dans la tête des gens, voilà, le souvenir qu'il laissera, ce sera ce courage de venir jouer le jour du décès de sa sœur et cette saison folle avec les Celtics qui est au-delà d'une belle saison, c'est un conte de fées de 82 matchs, voire plus.
sur ce qui a suivi. Donc, bravo à lui. Ouais, carrément. Et écoute, moi, le premier qui m'est venu en tête, c'est marrant, c'est Isaiah Thomas, mais le premier, celui des Detroit Pistons. Un joueur dont j'étais pas particulièrement fan. Voilà, et moi, je vais lâcher le mot Jordan parce qu'à l'époque, j'étais fan des Bulls. J'avais eu du mal à encaisser les Jordan Rules, les sorties de playoffs sans serrer la main, tout ça, malgré le joueur incroyable qu'a été Isaiah Thomas. Mais voilà, moi, je voulais revenir sur sa performance incroyable en finale NBA. C'est les finales. Attends que je me mélange un petit peu dans ma tête. C'est quoi? C'est les finales On est en 88. finale 88. On est le C'est 19 ça. juin 88. Exactement. Game 6 des finales. Donc, finale des Pistons contre les Lakers. Les Pistons mènent 3-2 contre Los Angeles. Dans le troisième quart-temps, Isaiah Thomas se déboîte la cheville, mais quelque chose de très très sale. Il part au vestiaire et à la surprise générale, il revient. Et quand on dit jouer sur une jambe, souvent c'est une expression un petit peu consacrée, c'est une image. Pour le coup, c'est pas une image. Il joue littéralement sur une jambe et il termine le troisième quart-temps en ayant planté 25 points il plante 25 points dans le troisième quart-temps. Regardez les images, on le voit, il retombe sur. Il peut littéralement pas poser le pied au sol. Et penser qu'il s'était cassé la cheville, hein. Oui, Carrément. absolument. Ça reste une des performances les plus incroyables que j'ai pu voir. Alors, je l'ai pas vu en direct à l'époque, hein, mais je l'ai vu par la suite. Voilà, une espèce de démonstration de courage, d'abnégation, ces espèces de moments dont parlent certains sportifs, où tu sais, une espèce d'expérience où tu n'es plus vraiment dans ton corps, où l'adrénaline et ce que tu es en train de vivre te font tout oublier, à commencer par la douleur. Une performance incroyable. Donc finalement, malheureusement, ça n'a pas suffi pour les Pistons pour inverser la tendance. Dans le Game 7, il est trop diminué pour pouvoir peser. Et finalement, ce sont les Lakers qui s'imposent et qui raflent encore le titre en 88. Mais cette performance d'Isaiah Thomas, tu sais, quand tu t'es cogné le doigt, un orteil, ou que tu t'es retourné un petit peu le doigt à l'entraînement dans un maillot, tu réfléchis à deux fois avant de précipiter sur le banc pour mettre un coup de strap. Ça te fait relativiser pas mal de choses. Et surtout, il faut pas oublier un truc, c'est que tu disais, il avait mis, je crois, 25 points dans un carton, dans ce carton-là, mais il revient je crois, il s'arrête pendant un moment déjà, pendant ce carton. Il revient à 3,44, je crois, et il en recolle 11 derrière. D'accord, sur une cheville. Et il faudrait que vous alliez voir les images. En fait, il est que sur sa jambe gauche. Donc, il prend que des appuis jambe gauche pour ça. Et quand il revient en défense, il faut voir comment il revient. C'est-à-dire, il revient en claudiquant. On ne sait même pas comment il tient debout. Donc, c'est assez terrible. Il a bien dû s'aggraver ça de manière un petit peu dramatique derrière. Ça, c'est une certitude. Et n'oublions pas, il a sur le paletot Michael Cooper. Et Michael Cooper, c'est un défenseur élite. C'est-à-dire, quand vous arrivez en enfer, vous avez le choix. Vous avez pour l'éternité soit Tony Allen, soit Michael Cooper qui vous met la main comme ça pendant une éternité. Quoi que tu fasses, il y a les flammes et tout, et tu as la main comme ça. Et il tape sur le bras et il n'y a pas faute. Voilà, donc c'est terrible. Donc Michael Cooper et Michael Cooper, il a accès au-delà de la performance, c'est le génie, parce que ça n'existe pas de faire ça. Donc, en 2 temps, il met ses 25 points, 11 paniers marqués. Je crois que ça tient encore. C'est encore un record NBA à ce niveau-là. Et puis après, alors malheureusement, il y a ce vol ultime sur ce skyhook de Jabbar. Soi-disant, il y a une faute de Bill Laimbeer sur lui, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que on va au Game 7. Bon voilà, et les Lakers gagnent donc sur cette faute imaginaire. Mais quel match fou, quelle performance folle. Allez la voir encore, vraiment, vous pouvez la voir sur YouTube quand même vous aimez pas les Pistons. Et je remercie la rédaction de Rivers et du MOOC, puisque les premiers articles grands articles que j'ai eu la chance de faire dans le MOOC, ces espèces d'enfoirés de comité de rédaction, ils savent ma haine des Pistons, ils me donnent Isaiah Thomas et après Dennis Rodman à faire par la suite. Donc je pense que j'ai été très surpris de ne pas faire Chris Paul quand on a fait celui sur les playmakers. Voilà, donc merci Théo On y ce pensera, t'inquiète, il n'est pas non, trop mais tard. je tiens à le dire pour tous ceux qui un jour se disent, moi, si je dois faire quelque chose, où plein de gens font des podcasts, des choses formidables, n'hésitez pas à faire des choses sur ceux que vous aimez pas, parce que c'est là
où vous êtes le moins objectif possible et vous décrivez le plus de choses possible. Ça reste un sale con pour moi, mais au moins je suis allé au fond des choses pour essayer de lui trouver un moment de rédemption. Et du coup, j'ai appris plein de choses sur un personnage complexe et passionnant. Euh, voilà, Isaiah Thomas, quand même, quel joueur qui, malheureusement, alors on parlait de ceux qui étaient un peu border et qui ont gagné leur legacy grâce à des moments iconiques. Bah, lui, il avait ces moments iconiques, cette bague de champion, et il a tout gâché, en effet, avec le fameux walk-off en 91. Voilà, quel dommage. Et Ouais, puis c'est bon, clair. après, là, et puis cette période dirigeant catastrophique, mais bon, voilà, c'est vraiment dommage. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que finalement, bon, il y avait ça, et puis euh, globalement, en coulisses, c'est pas forcément un joueur ou un personnage qui a beaucoup été apprécié par ses pairs, au-delà de ceux qui ont joué avec lui. Mhm. Mais effectivement, c'est un peu injuste, parce qu'au final, quand on parle des discussions pour les meilleurs meneurs de tous les temps, son nom, alors bien sûr, son nom sort, mais je pense qu'il sort avec moins de vivacité que si on était simplement concentré sur ses performances et le joueur incroyable qu'il a été, alors que bah, enfin, quel joueur, c'est un joueur complètement fou. Je veux dire, le Isaiah Thomas des Pistons, c'est hallucinant en fait, ce qu'il était capable de faire malgré son petit gabarit, la manière dont il pouvait dominer un match. Ouais, ce que tu disais quoi, c'est son image a malheureusement terni son CV, je pense. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé, ça, dans les grandes blessures des finales NBA avec Willis Reed en 1970, mais ça avait pas grand-chose à voir parce que lui, il arrive pour le Game 7, on s'attend à ce qu'il joue pas, et puis il arrive tout de suite avant le début du match. Il met les 2 premiers paniers qui mettent un coup d'adrénaline pour les Knicks qui vont être champions par la suite, mais c'est tout. Il fait pas il les traîne pas avec lui. Il leur apporte un apport psychologique incroyable. Euh, Moi, un moment héroïque à cause d'une blessure, mais indirectement, c'est dans les finales 1980, c'est Karim qui se blesse, justement, cette fois-ci à l'inverse, contre les Sixers, et Magic Johnson qui prend le rookie. Qui prend les Lakers avec lui, qui fait un match, il joue presque à 1 contre 5, il joue à toutes les positions. Je crois qu'il finit avec 42 points, un titre de MVP. Enfin bon, il rentre dans l'avion, il leur dit Don't fear, cause 32 is here. Bon, ça, c'est ce qu'il raconte. Hein. J'aimerais bien être là à ce moment-là. Mais c'était ça qui était vachement bien rendu dans la série Winning Time, malheureusement, qui s'est arrêtée là, dans Ouais. la première saison, où on voit justement ce personnage et cette prise de pouvoir tout de suite. Ça n'a pas dû être facile, n'empêche, on était moins dans les médias à ce moment-là, mais la prise de pouvoir de ce gamin avec une superstar comme Karim, et c'est ça qu'on voit pas trop mal. Leurs rapports sont plutôt bien mis en scène. Mais voilà, cette performance est folle. Je pense que quand tu dois arriver champion NCAA, tu arrives, tu rentres dans la ligue, tu es champion MVP, tu as presque l'impression d'avoir terminé le jeu. Ça doit être quand même difficile de se motiver pour la suite. Heureusement qu'il y avait un petit gars de l'Indiana qui était là pour lui casser les bonbons, parce que sinon, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le fait de se remotiver après ça, quoi. C'est clair. Non, c'est clair. Et puis pour revenir sur ce que tu disais au sujet de Willis Reed, ce que je l'avais noté malgré tout dans ma liste, parce qu'effectivement, c'est pas tant sur sa performance lors du fameux Game 7 des finales 70, c'est malgré tout la manière dont ça a inspiré toute l'équipe. Ça. Et le même, là encore, c'est des choses bien sûr qu'on n'a pas vécues à l'époque. Moi, de toute façon, on n'était même pas né à l'époque, donc on n'aurait pas pu les vivre. Mais quand tu revois les images, quand tu entends le bruit en fait qu'il y a dans le Madison Square Garden quand Willis Reed sort du vestiaire. Et ouais, c'est fou en fait. Et tu vois comment juste sa simple présence a pu inspirer les Knicks, qui étaient une fantastique équipe, à se surpasser encore alors qu'on pensait que c'était mort pour eux. Et puis de l'autre côté du spectre, t'as le pauvre Jerry West pour qui t'as trop de peine, quoi, parce que tu dis, putain, ça va pas encore cette fois-ci. Cette fois-ci encore, je vais repartir avec la défaite. C'est rude, mais ouais, la performance de Willis Reed fait partie, je pense, dans le folklore, en tout cas NBA, des grands moments d'inspiration et voilà, je sais pas comment dire, de joueur qui a pu changer le cours d'un match sans même finalement le faire sur le terrain, mais juste par son abnégation, l'idée même d'avoir voulu tenir sa place, ne serait-ce que pour les premières secondes du match. Et puis voilà, la cerise sur le gâteau, c'est que ce soit lui qui marque le premier panier les premiers points de ce match, quoi.
Et tu vois, tu parlais de la semaine dernière du podcast que j'ai écouté. Du coup, on va peut-être en reparler. J'aimerais bien avoir ton avis. Mind the Game de LeBron et JJ Redick. Et Ouais. ils disent que dans le fait ce qui fait un grand joueur de basket, c'est la connaissance du jeu, la connaissance de l'histoire du jeu. Et, euh, et c'est marrant de voir la manière dont la NBA a donc fait de ce moment de l'entrée de Willis Reed sur le terrain un de ces moments iconiques, alors qu'à l'époque, la NBA n'intéressait personne. Et je suis même pas certain que ce match a été diffusé en direct à l'époque à la télévision, parce que ces matchs NBA, même les finales, étaient très peu suivis et étaient parfois diffusés en différé. Donc elles étaient plus suivies même à la radio qu'à la télé. Donc c'est assez marrant de voir la manière dont finalement le début des années 80 est allé plus, on a fouiné et on est allé rechercher d'autres moments iconiques, alors que, encore une fois, la Ligue dans ces années-là était minée par d'autres problèmes que extra-sportifs, bien sûr. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir que ce moment aujourd'hui fait partie des moments comme si ça avait été le monde entier s'en rappelle, alors que à l'époque, c'était passé un petit peu à la trappe. Et donc voilà, formidable pour ça. Oui, carrément. Après, c'était belle affiche New York, Los Angeles, mais t'as tout à fait raison sur le fait que c'est certainement pas passé en direct et que c'est un clip, nous, qu'on a vu depuis tout gamin, en fait, ce clip de Willis Reed, avant même de ça. Enfin, finalement, moi, j'ai appris qui était Willis Reed à travers ce clip. Bien sûr, C'est voilà. c'est comme ça que, voilà, qu'on a appris le jeu, comme on en parlait un petit peu la semaine dernière. Et moi, je finis sur les moments héroïques de blessure. Bon, bien sûr, on est obligé d'en parler. 12 avril 2013, il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. Kobe par main gauche et s'effondre. Sur le coup, on ne sait pas. Il se prend, il tourne la cheville dans tous les sens. Enfin, voilà. Et on se dit il s'est tordu la cheville. Et puis, au bout de 2 secondes, on voit à sa tête qu'il y a un problème. Et on se pose la question un peu plus tard, mais en tout cas, il va s'asseoir et puis on va pour le mettre sur un fauteuil roulant. Il dit que dalle, il se relève, il vient shooter ses 2 lancers francs et il repart. Et il repart en boitant tout seul. C'est à l'image de Kobe finalement, presque tout seul. Et là, on dit s'il sort, c'est qu'il y a un souci. On apprendra donc quelques minutes plus tard que son tendon d'Achille a lâché. C'était la première fois, moi je me rappelle, qu'on reparlait de grosses blessures de tendon d'Achille. Moi, pour moi, la dernière superstar qui s'était fait le tendon d'Achille, c'était Dominique Wilkins et Asia Thomas, Hmm. justement. Et c'était des blessures que je sais pas, c'était peut-être stupide. Il y a dû avoir des joueurs qui s'étaient fait, mais j'avais l'impression que c'était des blessures limite comme des maladies, des blessures disparues, tu vois, Ouais. qui étaient plus là, alors que depuis elles s'enchaînent, il y a tout ce qu'il y avait. Mais voilà, et Los Angeles qui gagne de 2 points contre les jeunes Warriors, et évidemment ces 2 points qui sont les 2 lancers francs que vous imaginez bien, il a marqué. Donc quelle histoire incroyable, puisque même dans les pubs sur Kobe par la suite, bah, on verra cette scène qui illustre la Mamba Mentality à son paroxysme. Voilà. Mais c'était pas une jolie scène, bien sûr, mais elle est bien sûr, et elle a inspiré plein de gens en se disant, on savait dès ce moment-là qu'il reviendrait, qu'il se battrait, et je pense que ça a inspiré beaucoup de joueurs, tout simplement, parce que Théo, rappelle-toi, c'est ce qui est encore considéré comme la blessure la plus grave du basketball. Et c'est pour ça que je te disais ça, c'est que dans la tête des gens, une rupture de tendon d'Achille, à cet âge-là, qui plus est, mais même plus jeune, Ouais. c'est fini. C'est Ouais. terminé. C'est terminé, ta carrière est finie. Donc je pense que peut-être que sans le retour de Kobe, il n'y a peut-être pas le retour de KD, il n'y a peut-être pas où les gens se disent, quand on voit le niveau de KD, bon, c'est faisable. C'est faisable, KD, c'est donc celui en avant. qui est revenu le mieux de cette blessure. Bien sûr. Bah, oui, Parce oui, que non, ça mais reste, comme tu disais, l'une des blessures, je pense, les plus dévastatrices là, pour des athlètes de haut niveau, pour un sport aussi explosif que le basket. KD, c'est. Moi, enfin, j'ai pas d'autre exemple que Kevin Durant, d'un joueur qui soit revenu aussi fort après cette blessure. Parce que c'est qu'un long tendon, en fait, Kevin Durant. En fait, quand on lui a retiré le tendon, le front a fait ah, comme ça. Tu vois, ça a tout tiré. En même temps, il est devenu comme ça. Tu veux faire un lifting à KD, tu Lifting. lui tires le tendon d'Achille. Ça lui a tout tiré. Non, mais c'est fou. Ouais. C'est une aberration. Il faudra qu'on en reparle un jour Enfin, c'est une aberration physique pour moi. Comment on Kevin peut Durant. faire tout ça avec des cannes pareilles, Mm. avec un physique pareil? C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Mais écoute, tu parlais des Warriors et de la blessure de Kobe. Moi, j'avais le pendant, en fait. C'est celle pour moi de Klay Thompson pendant le Game 6 des finales 2019.
Klay Thompson, c'est un des joueurs que j'ai préféré voir jouer dans les joueurs modernes. C'est un des joueurs un joueur que j'adore. Et c'était vraiment hyper dur dans cette finale face aux Raptors. Donc déjà après que KD effectivement soit blessé au genou, donc tu savais que là c'était, enfin non, blessé au tendon Non, justement, il se fait tendon là, oui, d'Achille, pardon, tendon d'Achille, absolument. Donc tu savais que c'était mort. Et dans ce match 6, tu sentais que Klay Thompson était en train de chauffer, qu'il allait sortir un nouveau chapitre de sa série des Game 6 Clay, là, légendaire des Warriors. Sa blessure au genou, là, il part en contre-attaque, il retombe mal sur le genou, tu diras c'est pas bon. Et pareil, en fait, il part dans le couloir parce qu'il va faire, et tout de suite il l'emmène au vestiaire. Il y a un mec des Warriors qui vient le ramener, le rappeler en disant ah, mais attends, parce que si jamais tu peux. Si tu shootes pas les lancers francs, tu pourras pas rejouer dans le match. Il faut, au cas où ça soit simplement le genou qui est vrillé et que tu puisses finir, faut que tu reviennes. Et il fait demi-tour et il va comme Kobe. Il met ses 2 lancers francs puis après il repart. Et malheureusement, bah voilà, les examens qui suivent révèlent que c'est rupture des ligaments croisés. Et derrière, parcours du combattant pour revenir, il est sur le point de revenir. En pré-saison, il s'entraîne et là, il se fait le tendon d'Achille. Hein. Pour le coup, il se fait le tendon d'Achille. Et c'est dramatique parce que 2 ans sans jouer. Et Klay Thompson, ça fait. Alors, il a regagné un titre. Il y a des moments où il a été bon, mais c'est plus du tout le joueur que ça a été malheureusement. Et voilà, malgré tout, je l'avais trouvé exemplaire dans le fait de revenir, de mettre ses 2 lancers francs, repartir. Enfin voilà, ces mecs-là qui sont des compétiteurs acharnés, complètement tarés de compétition qui veulent jamais s'arrêter. C'est pour nous, simples mortels, entre guillemets, je trouve que c'est toujours impressionnant de voir quand même ce à quoi ils sont Ah ouais, ouais. prêts à se livrer, quoi. Ah ouais, non, mais je pense que surtout que bon, il avait tout gagné déjà. Voilà, Après, vraiment, je pense que ils ont tous grandi, ces gamins, là, c'est Klay Thompson, sous la manière de travailler de Kobe, c'est sûr. Et pas de Kobe, je pense que ces gars-là, ils auraient arrêté. Vraiment, c'est que Kobe a mis un standard comme quoi on n'abandonne pas, on revient. Et puis en plus, il y avait eu quand même la jurisprudence d'Heroes où ben, on n'y arrive pas. C'est trop dur, c'est trop dur. Mm. Je me rappelle pour Ronaldo au foot qui se fait les 2 genoux et qui arrive à revenir. Combien n'y arrivent pas? Enfin bon, voilà, bref. Mais ça reste des histoires inspirantes. Alors c'est vrai que Clay, en plus, il a la chance d'être un shooter, donc bon, bah, il peut prendre des coups de chaud encore, mais il en prendra encore. En plus, c'est un type qui, on s'en rappelle, peut te mettre 60 points, 11 dribbles, donc et en 9 minutes. Donc bon, c'est sûr qu'il pourra toujours le faire. Tant qu'il a de l'adresse, ça fonctionnera. Mais ouais, c'est une belle histoire. Et tu vois, la blessure de Kobe où les gens ne comprenaient pas, je ne sais pas si tu te rappelles parce que je crois que KD se blesse à Toronto. Et donc, il s'arrête, il tombe, et toute la salle se lève, genre, il a perdu le ballon, et toute la salle se rend compte, et tout le monde ferme sa gueule. Ouais, bah oui. Et même, il y avait les dirigeants des Raptors qui disaient, tout le monde Mm. ferme sa gueule. KD, pas KD, hein, ça aurait été Jeremy Lin ou n'importe quel joueur de devoir des Warriors, c'était pareil. On sait que c'est grave. Ouais, ouais, c'est clair. Carrément. Euh, On savait pas que c'était grave, mais quand Théo, toi, quand tu as joué à ton niveau, tu partais, mettons, jouer en région, donc il fallait partir la veille, et vers minuit, quelqu'un toque à ta porte et t'apporte une petite pizza. Est-ce que tu la prends forcément ou Attends, pas? si quelqu'un vient m'apporter de son plein gré une pizza chez moi, je prends toujours la pizza, peu importe. J'avoue que C'est la règle numéro 1, ça. je- Une pizza, ça se refuse pas, monsieur. j'avoue qu'à partir du moment où il dit le mot magique, c'est-à-dire je lui dis c'est offert, il me dit oui, je la prends. Voilà. Non, mais je la prends peut-être pas s'il y a 4 gars qui sont derrière et qui regardent comme ça avec un air un peu vénère. Bon, le flu game, bien sûr. On dit pourquoi flou? Parce que l'histoire dit qu'il avait il était malade au moment il avait une grippe au moment de ce fameux match. On est sur le game 5, donc le plus important des finales 97, entre les Bulls et le Jazz. Voilà. Et on voit tout de suite, on sait qu'il y a un problème, puisque Georges dit aussi au début de retransmission, dit Jordan est malade. Voilà, on le voit à l'entraînement, il a une tête, on dirait qu'il fait encore plus vieux que le moment où il s'en va en 2003. Et, euh, et tout de suite, tu sens qu'il met le premier panier, il revient, on dirait qu'il vient de jouer 1h20. Il est les bras ballants.
C'est clair. Comme ça, il a du mal à respirer. Et chaque panier est un effort sans fin. Et jusqu'au moment où ça y est, et en plus, je crois que le Jazz part très fort. Ils sont à plus 16. Enfin, il y a 2-2. Donc là, on sent un tournant. Et ils reviennent. Et l'autre, il trouve son rythme. Et il met, je crois, 38 points. C'est ça. Un panier à 3 points décisifs. Ils en ont fait une paire de chaussures derrière qui porte enfin, la chaussure qui porte ce jour-là, et ça s'appelle même plus playoff, mais ça s'appelle flu game. Voilà, il y a eu des collections entières. Voilà, et puis une des photos, je pense, les plus, euh, les plus iconiques de l'histoire de la NBA quand Gibbon le tient comme ça en revenant sur le banc. Voilà, si je pense que c'est l'image même du courage et de l'abnégation et du respect des coéquipiers. Donc, et puis en plus, quand il s'assoit, tu le vois, il s'assoit tout seul. Il n'y a personne qui va lui parler, hein. Il n'y a personne qui va le faire chier. On le voit dans The Last Dance. C'est comme la dernière action avant The Last Shot. Il se repose tout seul. Il n'y a personne qui vient lui dire ça va, un Doliprane, un truc. Non, mais De c'est l'eau, une serviette. Non, non, non. complètement fou parce que c'est ce que tu dis en fait. Ce qui est incroyable dans cette performance, je trouve, c'est que en fait quand il est sur le terrain, comment dire, il n'évite aucun effort. Moi, une des actions qui m'a le plus fait halluciner, c'est il y a un moment où il y a une interception ou un truc comme ça et il y a Pippen qui part en contre-attaque. Il doit avoir juste un défenseur et Pippen, et tu peux dire, bon, bah, il va marquer, tu vois, je vais pas faire l'effort. Et pourtant, Jordan fait l'effort de suivre au cas où. Pippen rate le tir et Jordan met une claquette dunk dans la foulée. C'est que même sur les trucs comme ça où il aurait pu se dire, bon, bah non, il va certainement marquer, c'est pas la peine que je fasse l'effort. Non, il fait l'effort. Et en fait, par contre, les moments où il y a les temps morts ou les trucs comme ça, c'est ce que tu dis, il s'écroule quasiment. T'as l'impression il a zéro énergie et surtout il fait en sorte de ne dépenser aucune énergie superflue de manière à tout garder pour le match. Et voilà, c'est quand même un des matchs qui ont encore plus ancré sa légende, encore plus ancré sa légende, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un petit peu une évidence. On se dit, ceux qui sont partisans du fait de dire que Jordan est le GOAT, bah, il montre ses 6 titres, ses 6 finales remportées, etc. Mais à l'époque où nous on était en train de vivre ça en direct, c'était en train de s'écrire en fait. C'était vraiment les pages qui ont cimenté sa legacy. Et ce match-là, il est dans le top des matchs dans le top des matchs, je pense, qui ont consacré sa place au Panthéon, enfin là où elle est quoi. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, alors vas-y, bah, moi j'en ai une autre qui implique le jazz aussi, mais pas du tout de la même époque. C'est plus tard, c'est à l'époque où il y avait Derek Fisher qui jouait à Utah. C'était après les three-peat avec les Lakers, bien entendu. Et en fait, on est en playoff face aux Warriors, justement. Les Warriors qui ont sorti Dallas à la grande surprise au premier tour, upset incroyable, le huitième qui sort le premier, alors que Dallas avait fait une saison incroyable. Euh, euh, et Derek Fisher qui vient d'apprendre avant le début des playoffs que sa fille ou l'une de ses filles, je ne sais pas combien elle a d'enfants, mais souffre une forme rare de cancer de l'œil et qu'elle doit se faire opérer d'urgence à New York. Donc Derek Fisher part à New York avec elle et il À fait quand LA, je même crois que le... c'est à LA, je crois. Ouais. euh, Il me ah, semble que peut-être, c'était peut-être peut-être. à Los Angeles, il me semble. Ok, bah, peut-être. En tout cas, il est dans un avion qui revient de New York au moment de revenir pour prendre le match en cours. Un match dans lequel Deron Williams, le meneur titulaire, prend des fautes. Son remplaçant se blesse. Et du coup, Derek Fisher est escorté carrément de l'aéroport jusqu'à la salle où se joue le match, où le match est déjà en cours. Il n'a pas le temps de s'échauffer, rien du tout. Il rentre dans le match. Et il se trouve qu'il arrache, non, même qu'il marque le panier décisif, un tir à 3 points pour la gagne, de manière à redonner l'avantage à donner l'avantage à Utah. Donc voilà, c'est une des belles histoires qui implique Derek Fisher. Scénario un peu fou, quoi, d'être arrivé en cours de match et finalement d'avoir su faire parler son expérience et son talent pour faire gagner le match à son équipe. Je sais pas si tu te rappelles, toi, un petit peu, ça avait fait quand même pas mal parler à l'époque. Voilà, Oui. c'est aussi les belles histoires comme l'Amérique les aime aussi. Donc forcément, il y avait eu pas mal de storytelling autour de tout ça. Bah, alors la vraie belle histoire, c'est que la petite Tatum va bien, hein, et qu'elle s'en est sortie grâce à cette opération d'urgence, Bien en sûr. effet. Ça, c'était la vraie belle histoire. Mais il arrive en milieu milieu de troisième quart-temps, c'est-à-dire il n'arrive pas 10 minutes après le début du match. Donc il arrive en courant. euh, et puis il y avait eu tout, tu disais un storytelling où on le voit arriver. Enfin,
Enfin, à aucun moment, en plus, il peut être dit que c'est le sauveur, parce que c'est pas Derek Fisher le sauveur, c'est Deron Williams, à la limite, le franchise player de l'équipe, c'est pas Derek Fisher, il est backup. Mais c'est vrai qu'il vient bien filer un coup de main, parce que comme tu dis, Deron Williams a un problème de faute. Il n'y a même pas de petit jogging, il touche pas un ballon, il fait rien, il s'échauffe pas, il s'étire pas, il rentre. Voilà, ils font donc le break dans cette série, ils l'emportent en prolongation. L'histoire est belle, comme je dis, la petite est sauvée. Et voilà. Mais ça, j'en doute pas. Moi, je t'ai toujours dit que ce type avait des coucougnettes hors du temps. Quand dans je sais plus quelle finale, il part tout seul Oui, oui, au lay-up, alors qu'il y a Kevin Garnett et je sais pas, contre ils sont Boston, trois ouais, arrivés en face de exactement. lui. Il le met avec la faute, mais rien que d'y aller là, tu te dis, déjà, ça c'est héroïque. Mais oui, cette histoire, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. T'as, Ah moi, oui, j'ai d'autres trucs. Allez, vas-y, je te il y en a laisse. plein. Ouais. Tu vois, tu parlais des belles histoires. Alors, on revient sur Jordan, l'histoire bien sûr, en 96, il remporte son quatrième titre le jour de la fête des pères. Ah, c'est hollywoodien cette histoire. Le jour de la fête des pères, il revient, il remporte le titre, 72 victoires, l'une des plus belles saisons de tous les temps. Je pense que honnêtement, il éteint pour 85% des gens à l'époque le débat sur le GOAT, parce que en 93, il a que 3 titres, hein, Magic en a 5, mais cette saison-là, le fait d'assumer, d'être MVP, de revenir, d'être MVP de tout, du All-Star Game, machin, des finales, et de remporter ce jour-là, cette émotion qu'on voit, cette image où il tombe dans le vestiaire. Pareil, là, il n'y a personne qui vient lui dire, Monsieur, vous pouvez non, vous êtes, oui, parce que vous salissez là par terre et faut retourner là-bas. Il y a des interviews qui vous attendent. Donc ça, c'était quand même. Et tu sais, là où j'en avais voulu à Randy Brown, je sais pas si tu te rappelles cette scène où euh, il gagne et Jordan donc récupère le ballon et d'une manière incompréhensible, Randy Brown vient lui gâcher son kiff en essayant de lui prendre la balle. Et du coup, ils tombent par terre ensemble. L'autre, il est là. Il doit lui dire dégage ou je vais t'éclater. Et il est ridicule, Randy Brown, sur ce truc-là, alors qu'on sait qu'ils étaient copains. Mais, euh, mais voilà, ouais, quelle histoire folle de cette interview d'Ahmad Rachad après sur le terrain où il est bouffé par l'émotion. Voilà, je me rappelle un grand moment de direct en tout cas d'avoir vécu ça avec Georges Eddy qui expliquait cette fameuse histoire. Moi, j'avais pas capté que c'était le jour de la fête des pères au moment Bah avant ouais. que ça démarre. Et donc, très très belle histoire. Ouais, moi j'ai une autre histoire. Alors c'est un peu différent parce que c'est pas un moment précis, mais c'est des choses que j'ai apprises par le passé. Moi, bon, comme on en parlait la semaine dernière dans l'épisode sur les médias, je disais à un moment que par exemple un mec comme Oscar Robertson, c'était grâce à Georges Eddy que j'avais su qui c'était, que c'était un monsieur triple-double à une époque où je découvrais tout juste ce que c'était. Et l'histoire d'Oscar Robertson, elle est vraiment assez incroyable parce qu'aujourd'hui, chaque été, on parle de qui vont être les plus gros free agents. Le fait que les joueurs puissent choisir leur destination, c'est quelque chose qui n'existait pas avant en fait. La free agency n'existait pas, les joueurs n'avaient jamais l'occasion de pouvoir choisir leur destination jusqu'à l'établissement du premier syndicat des joueurs. Et le premier président du syndicat des joueurs, ça a été Oscar Robertson. Je vous montre ce livre, là, The Big O. C'est son autobiographie qui est vraiment hyper intéressante, hyper passionnante. Et Oscar Robertson, c'est toujours un... Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un personnage qui est assez aigri. Hein, je vais pas te Oui. le cacher, on le ressent dans son autobiographie aussi. Mais ça permet de comprendre un petit peu mieux pourquoi on se figure pas à l'heure actuelle le racisme qu'ont dû affronter les joueurs de ces générations-là aux États-Unis, et on se figure pas non plus le combat que ça a été de vouloir mettre en place le syndicat des joueurs, mettre en place les premières, comment dire, les premières ébauches du CBA, c'est-à-dire de faire entendre la voix des joueurs. Et Oscar Robertson, c'est un joueur qui a quand même en bonne partie, sacrifié un bout de sa carrière justement pour mener ce combat. Et derrière, on comprend un peu mieux l'aigreur qui peut être la sienne de voir finalement des superstars aujourd'hui qui gagnent des sommes qui sont folles, et le fait qu'il ait l'impression, je pense, qu'on
bah, que ces jeunes joueurs ne se rendent pas suffisamment compte de tout ce qu'ils doivent Bien à sûr. Oscar et aux joueurs de sa génération. Donc voilà, c'est vraiment un combat assez fascinant qu'il a pu porter. Son autobiographie, The Big O, moi j'avais vraiment... C'est vraiment une autobiographie que j'ai beaucoup aimée parce que ce que je te disais, malgré l'aigreur que tu ressens parfois par moment, c'est au moins ça a le mérite d'être sa voix authentique. Je trouve toujours ça plus plaisant à lire. Parfois, il y a des autobiographies, mais tu sens qu'en fait, c'est toujours écrit, aussi coécrit avec un auteur, et tu sens qu'il y a pas mal de choses qui sont enjolivées, ou du moins que la voix intrinsèque de la personne est un peu diluée. Celle-ci, c'est pas le cas. Donc, c'est The Big O, My Life, My Times, My Game. Voilà, je vous le conseille si vous êtes... si vous pouvez, voilà, si vous cherchez des biographies ou des autobiographies de joueurs, d'anciens joueurs, c'est passionnant à lire. Un joueur qui a été vraiment précurseur à bien des domaines. Bah, en faisant effet à ça, en 2020, le monde ne tourne pas vraiment en rond ou s'arrête de tourner. Et lié à la mort de George Floyd qui remet le débat racial de manière ultra violente aux États-Unis. Et, euh, et puis soudain, il y a Jacob Blake c'est cette affaire sordide qui débarque, blessé de 4 balles dans le dos par les policiers du Wisconsin. Euh, ce jour-là, encore une fois, le thème de cette émission, c'est les moments inspirants et héroïques. Et le fait de jouer blessé, c'est héroïque, mais parfois le fait de ne pas jouer, c'est héroïque aussi. Et quand je me rappelle les Bucks qui font demi-tour et qui décident de ne pas jouer contre le Magic à l'occasion du match 5 des playoffs NBA dans la bulle, voilà, j'ai rarement été aussi fier d'être un, un amoureux du basketball que ce jour-là, parce que bah, le symbole, il était fou. Et en plus, c'est 4 ans jour pour jour après le fait que Colin Kaepernick ait mis le genou à terre lors de l'hymne américain. Où là, suite à ça, j'avais rarement eu aussi honte d'être un fan de NFL, tu vois, suite au traitement de Colin Kaepernick, encore aujourd'hui, hein, parce que Mm. ils se sont tous excusés, mais ils jouent pas. Hein. Ils jouent toujours pas, hein, Kaepernick, alors qu'il pourrait le faire. Donc, le symbole du boycott des Bulls, des Bucks, donc, qui décide de ne pas jouer et euh, qui ne joue pas, mais qui entraîne le reste du sport US. Hein. C'est-à-dire que la MLB s'arrête, la WNBA s'arrête également. Le foot, enfin le football, le soccer ne joue pas également. Il y a de multiples reports. Il faut voir qu'il y a les dirigeants de la NBA qui se réunissent pour savoir si on continue ou si on continue pas. Selon plusieurs journalistes américains, dont Vosges, il y avait les Lakers et les Clippers qui auraient voté un arrêt de la fin de saison. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, il y a Ouais. 4 ans. C'est hier et ça paraît une éternité. Bon, finalement, on reprend les playoffs dans un climat ultra tendu. Voilà. Arrivent les fameux maillots incroyables qui sont pour moi. J'ai toujours été très déçu d'en parler, que ces maillots n'aient jamais été commercialisés parce que bah, j'aurais été putain de fier d'avoir un maillot C'est My Name ou Black Lives Matter avec marqué LeBron, Tatum, qui tu veux, Jokic, etc. Parce que tout le monde a joué le jeu. Donc voilà, je trouve, enfin le jeu, tout le monde a- s'est mis dans ce mood-là. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment le fait d'arriver en tenue et de faire demi-tour. Ouah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et je pense que je sais pas si je ne pense pas que c'était, ils ont dû en parler avant, donc il y avait un symbole. Le fait que Adam Silver ait emboîté le pas en disant aucun problème, moi, mais il l'avait dit, hein, moi, vous voulez arrêter, aucun souci. Ouais, Il y aura aucune amende ni rien. Foncez, moi je suis là. Non, c'était carrément. beau. Je me demande, tu parlais de la WNBA, je me rappelle plus vraiment le cheminement des événements, mais je me demande même si en WNBA, elles n'avaient pas été un petit peu en avance des joueurs NBA d'ailleurs sur le fait alors pas de boycotter, mais par contre de manifester conjointement tout ensemble pour la lutte contre bah voilà, les violences policières. Et c'est vrai que ces événements-là, nous ont énormément marqué parce que ça a été déterminant. Nous, on a sorti peu de temps après ce Et c'est numéro, le ça. numéro 6, More Than Ballers, qui, moi, je pense que c'est le numéro dont je suis
suis le plus fier à ce jour, parce que c'est une thématique qu'on avait à cœur d'aborder depuis longtemps. Là, voilà, l'occasion, je vais pas dire que l'occasion était trop belle, mais ça nous a donné aussi l'inspiration de se dire, bah non, allez, on le fait, on sait pas si les gens nous suivront ou pas. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir toutes ces remarques qu'avaient pris les athlètes, genre shut up and dribble, certains se demandaient qu'est-ce que enfin, remettez en cause le fait que des athlètes de haut niveau puissent donner leur avis sur des faits de société. Il faut savoir que ce genre de choses, nous, on l'entend à longueur de temps. Sur des articles, on nous envoie des mails ou parfois dans des commentaires pour nous dire mais vous êtes journaliste de basket, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et nous, c'est quelque chose qu'on a toujours refusé de faire. On est citoyen et on est journaliste et on peut aborder les sujets qui nous semblent importants et la place des athlètes c'est exactement la même et je reviens sur ce numéro parce que on avait eu la chance vraiment le bonheur même d'avoir Diandra Chachouang comme rédactrice en chef exceptionnelle sur ce numéro. Ça avait été passionnant de travailler avec elle, c'est vraiment pour le coup une joueuse française qui s'implique énormément, que ce soit avec tout le travail qu'elle fait dans son quartier. Elle est originaire de la Courneuve, il y a tout un tas de programmes sur place sur lesquels elle s'implique. Et aussi, je souligne sur cette cover, donc on avait repris bien sûr l'image des Jeux Olympiques, la célèbre image où les deux athlètes. Les deux athlètes américains avaient levé le point, donc là on les avait remplacés par LeBron, Bill Russell, dont on va pas revenir sur son implication dans la lutte pour les droits civiques, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais la troisième personne c'est Maya Moore, et c'était important pour nous d'avoir aussi une femme sur la couverture, et Maya Moore j'ai noté... Parmi les choses inspirantes, les gens ne connaissent peut-être pas le parcours de cette joueuse. Il faut savoir que c'est une des plus grandes joueuses de tous les temps. Tout simplement, une joueuse hallucinante en WNBA, en universitaire, etc., qui a choisi de mettre un terme prématuré à sa carrière pour se consacrer à une tâche, c'était de faire sortir de prison un homme injustement accusé, qui avait été condamné à tort. Elle y a mis toute son énergie et là, c'est aussi la belle histoire à l'américaine quelque part peut-être, mais il se trouve que non seulement il est sorti de prison, mais ils se sont mariés même avant même avant même qu'il sorte de prison, ils se sont mariés. Voilà, je pense que c'est un exemple aussi de quand tu es capable de mettre carrément ta carrière de côté. Il faut rappeler que bien sûr les joueuses WNBA gagnent bien leur vie, mais c'est pas du tout les salaires de joueurs NBA. C'est pas, elles ont pas engrangé forcément des millions et des millions de dollars qui peuvent leur permettre d'arrêter leur carrière prématurément. Voilà, Maya Moore, je trouve que c'est assez exemplaire une manière de se comment dire tu sais, de joindre l'acte à la parole. Voilà, il y en a plein. Là, pour le coup, je fais pas la promo de ce numéro, mais particulièrement, même si je vous le remonte, mais c'est parce que c'était. On peut faire la promo. Voilà, il y a des histoires comme ça. Il y en a vraiment plein qui sont hyper inspirantes de joueurs ou d'entraîneurs ou des histoires de gens qui sont battus pour d'autres raisons et qui se sont rendus compte que bien sûr, quand tu es athlète de haut niveau, tu es là pour ta performance, mais ta performance peut aussi, et la plateforme que ça t'offre, peut te permettre d'inspirer, d'emmener les gens vers d'autres combats qui sont peut-être plus importants que celui de gagner des titres ou de mettre un ballon dans un panier. Donc voilà. Moi, j'en avais un autre dont l'histoire est très très belle, un retour assez héroïque. C'est rare quand tu es Hall of Famer, mais que tu as une étiquette de what if quand même sur le front. C'est Zo Morning. Zo Morning qui est obligé de prendre sa retraite en 2003 à cause d'une maladie au rein et qui se fait qui a la chance d'avoir une greffe de la part je crois que c'est une part de son cousin qui lui offre un rein et qui revient donc un peu plus tard, qui est champion par la suite avec le Heat de Miami quand Shaq arrive, ce qui est tout un symbole et en plus il a quand même un petit rôle, tu vois, en backup, mais ce qui est quand même un symbole parce que il gagne avec Shaq alors qu'à un moment donné, voilà, au début des années 2000, quand il est dominant avec Miami, on pouvait être en droit de se dire que c'était le seul qui pouvait pas arrêter Prime Shaq parce que ça n'existe pas, mais en tout cas opposer quelque chose en finale, tu vois, à ces Lakers-là. Voilà, Zo Morning qui est revenu, qui est un personnage éminemment attachant et intéressant, que j'aurais peut-être aimé voir peut-être plus, tu vois, dans les médias.
parce que je pense qu'il a mille choses à dire sur cette époque-là. Mais voilà, The Morning, qui suite à cette maladie-là, était bien revenu et on en était plus que content. Ouais, dans les comebacks, moi j'en avais un autre. Alors c'était pas son retour parce qu'il était déjà revenu, mais c'est Derrick Rose. Euh, voilà, plus jeune MVP de tous les temps, un joueur. C'est assez touchant de voir à quel point les gens sont restés attachés à ce joueur qui est pourtant pas du tout, qui a jamais été à l'aise face à un micro. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui était dans le storytelling pour le coup. Et son émotion après finalement le match où il a le plus marqué de points, 50 points, c'était sous le maillot des Wolves, donc un match quelque part anecdotique parce qu'il n'a pas de place dans son histoire. Enfin, anecdotique dans le sens où ça n'a pas été un match déterminant, c'était pour une équipe qui était pas très forte, etc. Mais son émotion après les 50 points qu'il avait marqués, et puis surtout l'émotion globale, en fait, que ce soit en NBA ou même parmi les fans, de voir ce joueur qui avait été aussi fantastique et finalement qui a galéré à revenir, qui a plus jamais pu être le joueur incroyable, époustouflant qu'il avait été à l'époque des Bulls. Voilà, ces 50 points, c'était en 2018, ces 50 points avec les Wolves. C'était un moment aussi voilà, inspirant sur le côté un petit peu, voilà. Malgré les difficultés, faut pas lâcher. Si les choses vous plaisent ou qu'elles sont importantes pour vous, il faut continuer de se battre pour elles. C'était assez touchant. On est en pleine March Madness, donc on en parle beaucoup dans les CQFR. Je sais qu'il y aura des émissions spéciales puisque la NBA va s'arrêter pendant le Final Four, donc on aura le temps d'en reparler. Donc il y a plein de belles histoires dans le basket universitaire, bien sûr, des histoires de petits poussés. Je pense à Steph Curry avec Davidson. D'ailleurs, regardez le doc sur Steph Curry qu'avait fait Apple, qui est vachement bien à ce niveau-là, puisque ça s'attache plus à sa carrière universitaire qu'à la carrière pro. Moi, il y avait une belle histoire, c'était celle de Bo Kimble. Je ne sais pas si tu as entendu Ah parler oui. de cette histoire de Bo Kimble, arrière de Loyola Marymount à l'époque, et qui faisait un duo offensif incroyable avec un joueur qui s'appelait Hank Gathers. Et juste avant le tournoi, tournoi NCAA, pré-March Madness, Gathers s'échauffe, fait un dunk et s'effondre, foudroyé par un arrêt cardiaque. Ils n'arrivent pas à le ranimer. Et donc, l'équipe arrive quand même à aller jusqu'en Elite 8, je crois, cette année-là, donc ce qui était inespéré. Et donc, Kimble, qui est un droitier, et son copain qui était gaucher, shoot, je crois, sur les 4 premiers matchs. Ses premiers lancers francs, les shoots toujours main gauche et il met les 4. Ces 4 lancers francs main gauche pour rendre hommage à son copain. Et ça a été un peu un fil rouge à cette époque-là. On est en 90, ils se font éliminer par UNLV, qui je crois est champion par la suite. Je crois que c'est l'année où ils sont champions, Oui. 90 peut-être. Donc voilà, très très jolie histoire. Mais des belles histoires de March Madness. Enfin, à la limite, la March Madness, c'est un conte de fées permanent entre les petites équipes qui arrivent, les histoires de rédemption, les drames, voilà, et puis ils arrivent à toujours mettre ça ouais, c'est un film, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si à la fin on attend le One Shining Moment, cette fameuse vidéo de 3 minutes à la fin du tournoi du Final Four, pour rappeler tout ça, tellement il y a enfin, c'est des rebondissements permanents. Voilà. Bah, cette année encore, à Kentucky, qui se fait sortir dès le premier tour Premier tour. face à un mec, je sais plus, j'ai plus, alors, malheureusement, j'ai plus ni le nom de l'université, ni le nom du joueur qui leur a fait un carton monstrueux à 3 points sur la tête, là, et Ouais, c'est ça. c'est ça qui est magnifique, quoi. C'est un moment, tu peux arriver tout ronflant, les matchs, faut les gagner, quoi. Ah bah c'est le principe du one shot, Mm. ça c'est ce qui est merveilleux c'est pour ça qu'on kiffe tant une Coupe du Monde où voilà, il n'y a pas 7 matchs, il y en a un et c'est à la vie à la mort et c'est des émotions à n'en plus finir. Ouais. T'avais d'autres grands moments, parce qu'en fait, il y en avait tellement dans Il lesquels y en on a pouvait tellement, puiser il y que, en ouais. avait un dans les moments un peu héroïques, ça fait écho à notre truc sur les médias parce qu'on n'a pas parlé la semaine dernière, c'est Craig Sager. Moi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, qui avait été atteint d'une leucémie, qui a malheureusement perdu son combat, mais qui revient très affaibli, très marqué en 2015, et la Ligue l'accueille chaleureusement. Je me rappelle de Greg Popovich Ouais. notamment et Kevin Garnett, qui avait été parfait avec lui. Je me rappelle qu'en 2016, il commande sa première finale NBA, la toute première, et LeBron était tellement heureux et estomaqué d'apprendre qu'en fait c'était la première finale NBA de Craig Sager parce qu'il s'était même pas rendu compte que c'était la première. Donc voilà, c'était
personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire, avec des costumes plus improbables les uns que les autres tout au long de sa carrière. Et je pense c'était un peu. Alors je vais faire un parallèle un petit peu débile parce qu'il n'avait pas d'accent du Sud, mais c'était un peu le Paganelli de la NBA, c'est-à-dire la mascotte. Quand il arrive, tout le monde est content de le voir. C'est un peu voilà, le personnage qui posait jamais forcément des questions très incroyablement intéressantes, mais qui avait le. Et puis, vous tapez Popovic, Craig Sager, il y a des scènes où il lui pose des questions, l'autre ne répond même pas, il le regarde. C'était un jeu à la fin. Ouais, Voilà, ouais, donc, carrément. le retour de Craig Sager, je me rappelle, était assez émouvant, héroïque, parce c'était très inspirant. Ouais. Bah ouais, après, moi, je te propose, enfin, je sais pas si t'en as, encore une fois, je pense qu'on pourra peut-être même faire une deuxième Oui, je partie pense, ouais. plus tard sur cette thématique. Exactement. Voilà, Exactement. comme toujours, n'hésitez pas à nous dire, vous, s'il y en a d'autres que vous auriez aimé qu'on aborde aujourd'hui ou ceux qui vous ont le plus marqué. Euh, Tu veux qu'on enchaîne avec nos coups de cœur de la semaine, peut-être, Pierre? Allez, c'est parti. Vas-y, alors moi, c'est pas une nouveauté du tout, hein. C'est un peu le hasard, c'est que, allez, c'est c'est une série de BD que j'ai prêté à mon collègue Julien De Schuttner je pense, il y a pas loin de 10 ans et qui venait de me rendre. Donc voilà, j'avais Crevard. pas lâché, exactement. Donc je l'ai pas lâché du Quel, tout. quel affreux crevard. Allez, je vous montre. Je vous montre le coffret. C'est le coffret de l'intégrale de Bill Baroud. Alors, je sais pas du tout si ça vous parle. C'est le dessinateur Larsenet, dessinateur incroyable pour le coup, qui a fait des BD depuis qui sont bien plus sérieuses, des séries assez folles comme Blast par exemple, que je vous encourage à aller découvrir des BD vraiment folles. Et moi, en fait, j'avais découvert ce dessinateur dans une revue qui s'appelait Fluide Glacial, une revue de BD humoristique. Et il y avait ce personnage de Bill Baroud qui est incroyable. Si vous êtes lecteur de Rivers, faut imaginez Thierry Normandie, mais qui serait un agent de la CIA. C'est à peu près ça, Bill Baroud, en fait. C'est des mini-histoires complètement délirantes à mourir de rire. Voilà, donc j'ai pu remettre la main sur l'intégrale de Bill Baroud et je me suis fendu la poire comme une andouille, comme si c'était la première fois que je les lisais. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine d'avoir pu redécouvrir ces trucs-là. Et finalement, heureusement que Julien de Schuttner m'avait privé de ses BD pendant 10 piges parce que j'ai pu les redécouvrir comme si c'était la première fois que je les lisais. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur de la semaine. Allez, moi j'ai deux coups de cœur. J'en ai un à écouter. Ça a été le Track of the Week du dernier épisode d'Hang Time et c'est une gifle monumentale. C'est le dernier EP de Glass Beams, un trio australien de Melbourne de musique instrumentale. Je ne sais pas si vous connaissez, alors peut-être les Texans de Kruang Bin qui font ces instrus très qui mêlent un petit peu. Bon, c'est totalement organique, mais plusieurs styles de musique, c'est absolument délicieux à écouter. Et Glass Beams là, ils mettent un peu de funk psyché avec de la musique orientale. Enfin bon, ça n'a aucun sens tellement l'EP est bon. Cet EP il s'appelle Mahal, Mahal. En plus, Glass Beam, c'est à regarder, c'est fou parce qu'ils ont des masques impressionnants. Ils sont trois. Il y a des voix. Enfin voilà, vous rentrez dans un univers tout de suite. Hier, tout le monde dans le studio, au moment où on a joué ce morceau, a écarquillé les yeux en se disant qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ça. Moi-même, j'ai été honteux en me rendant compte que je découvrais Glass Beams, ils ont 711 000 followers sur Instagram, donc c'est énorme. Que la tournée elle est sold out, ça fait 3 semaines. Là, ils passent à la Bellevilloise le 2 avril. Évidemment, c'est mort, donc c'est très énervant. Mais voilà, l'album, je crois, sort au mois de mai. Mais allez écouter Mahal de Glass Beams. S'il y en a un qui dit j'ai trouvé ça nul, on le bloque définitivement de culture. Il n'aura plus le droit de venir. Et ça, c'est pour écouter. Mais si vous voulez lire voilà, un bouquin de Michel Moutot qui s'appelle Ciel d'acier. Pourquoi je te montre ça, Théo? Parce que je fais écho à ton expérience que tu as eue à New York au mois de septembre 2001. Ce livre démarre le 11 septembre 2001 dans les décombres où on fait appel aux travailleurs de l'acier qui viennent donc découper les vestiges du World Trade Center. Et c'est ce qu'on appelle les Iron Workers, qui en fait étaient une tribu indienne qui s'appelle les Mohawks. Et on apprend dans ce bouquin que les Mohawks ont bâti l'Amérique, puisque c'était eux qui étaient en haut des gratte-ciels. Pourquoi? Parce que les Mohawks n'avaient pas le vertige et qu'ils savaient travailler ça. Donc,
C'est documenté, c'est comme un roman, mais à la fois avec vous lisez ça comme une étude sociologique sur ces Indiens Mohawks. Ça s'appelle Ciel d'acier. C'est passionnant. C'est dans les décombres. Vous êtes dans les décombres du World Trade Center, vraiment dans cette urgence avec les découpeurs d'acier. Et on fait appel à ces spécialistes qui sont donc des bâtisseurs de génération en génération. Ils se font remettre ces grandes clés à boulons pour serrer les écrous. Et que avec les accidents évidemment, les morts des uns des autres, les chutes, le fait que dans ces tours surtout qui ont été construites par des dizaines d'Indiens Mohawks et qui avaient coulé à l'intérieur de la tour les clés, leurs propres clés, etc. Donc c'est passionnant. Michel Moutot, lui, il était reporter à l'agence France Presse, spécialiste des questions de terrorisme international. Il avait gagné le prix Albert Londres en 99 et il avait reçu également un prix pour sa couverture des attentats du 11 septembre. Voilà, c'est entre information et fiction, il y a de la rigueur, du romanesque. Ciel d'acier, c'est passionnant et c'est un livre dans lequel je me replonge de temps en temps parce que j'en oublie la moitié à chaque fois. Et voilà, on apprend comment certains maîtrisent leur peur, justement, et on parlait de héros. Voilà, tous ces gens qui ont construit les gratte-ciel que vous regardez à chaque fois que vous partez en vacances. Super, je vais me noter ça. Donc chaque semaine, là, tu nous sors Ah une ouais, série ouais. de bouquins, Pierre, c'est Non, passionnant. c'est vraiment passionnant. Et puis, si vous êtes passionné par les États-Unis, en plus, vous apprenez énormément de choses sur la manière dont ont été construits ces immeubles. Je crois que tu avais un coup de gueule cette semaine. On m'a dit Oh ça. putain. Est-ce que tu te rappelles, Théo, du film qui s'appelait Roadhouse? Alors, je le dis avec l'accent, mais nous, on disait Roadhouse, tout simplement, avec Patrick Swayze, un film des années 90, à l'époque où Patrick Swayze était le concurrent presque de Tom Cruise, hein, puisqu'il avait fait Dirty Dancing, et donc ça avait lancé, il faisait Ghost, et il y avait ce fameux film Roadhouse. Est-ce que tu te rappelles de Roadhouse, où il est un videur dans un rad de la Floride, où il est appelé au secours parce qu'on n'arrive pas. Et puis il y a des histoires de mafia, de méchants. Bon. C'est un nanar, mais c'est un nanar des années 90, donc on peut avoir une petite tendresse pour un genre de choses. Et là, Prime Video dit, et si on refaisait Roadhouse, et si on faisait un remix? Et on prend Jake Gyllenhaal qui va donc faire Dalton machin, là, qui va faire le videur, donc ancien de l'UFC, bon, alors avec tous les codes d'aujourd'hui. Et là, on tombe dans un truc. Alors, je pense que. Est-ce que tu l'as vu là du coup Oui, oui. Oui, oui, parce que je voulais quand même en parler. J'ai vu 5 minutes, j'ai dit c'est pas possible. Et puis je dis, j'en ferai un coup de gueule. Donc, si je dois faire un coup de gueule, il faut que je le voie jusqu'à la fin. Donc, une fois qu'en enfer, vous avez Michael Cooper et Tony Allen qui vous tiennent comme ça, avec la main, ils vous mettent devant Roadhouse 5-6 fois par jour. Donc Jake Gyllenhaal qui est caricatural, il y a des scènes où il joue alors ça, il y a que de la bagarre. Alors si vous aimez les bagarres de bar, alors là c'est parfait. Et il y a des gars qui jouent derrière une grillage parce que dans ce bar il y a de la musique live tout le temps. Et en fait ils jouent de la musique live et à un moment le batteur il va se bagarrer mais la batterie elle continue. C'est bon ça. Ça continue de jouer. C'est Milli Vanilli qui a signé la BO. Quoi. Et là tu te dis, ah non parce qu'il joue du rock, du jazz, du blues, machin. Et là, tu as l'impression d'être dans un saloon. Enfin bon, bref. Et là, tu te dis, on est arrivé au bout du bout. Il y a un méchant, il est très méchant, le shérif corrompu et tout. Et là, qui arrive? Parce que le méchant n'arrive pas à se sortir de ce videur qui casse la gueule à tout le monde. Il appelle un autre méchant, sorti de nulle part. Et qui arrive? Conor McGregor. Et alors, Conor McGregor est aussi acteur que moi, je suis ailier fort ou tight end en NFL, tu vois. Et donc, il arrive, McGregor, comme ça, avec un sourire. Tu comme ça, tout à fait. Et il casse les gueules à tout le monde. Et il est genre très méchant. Et c'est. Mais une bouse. Mais c'est incroyable. Je comprends pas qu'à la fin, il y ait un gars à Prime qui. La lumière se rallume. Ouais. Bah, c'est bien. Moi, j'ai bien mis. Hein? On a mis combien? 25 000. Oh, c'est bien. C'est très bien. En enfer. Oui, on le mettra en enfer. Mais c'est
cataclysmique de conneries. Alors, dites-moi si vous l'avez regardé. Si vous essayez de le regarder, mais sortez votre cerveau d'abord, enlevez-le, mais même en se disant c'est une bouse, je vais le regarder jusqu'au bout. Voilà, je vais faire un procès à Prime pour qu'il me rende 2h04 de ma life. Ah, ça dure 2 heures. Non, mais attends, je l'ai vu Attends, je vais t'avouer un truc. J'ai bien joué de la télécommande pour accélérer certaines scènes parce qu'il y a genre une bagarre d'un quart d'heure. Oui. Ça finit genre il vaut mieux que tu partes, Dalton. Générique. Ah, c'est bon. Parce que j'ai entendu parler de ce film. Alors, le film d'origine, je ne l'ai jamais vu, mais j'en avais entendu parler, mais j'avais complètement oublié. Parce que là, ils sont en pleine tournée promo, et notamment, j'ai pensé à toi, Pierre, parce que j'ai vu que Conor McGregor et Gyllenhaal étaient chez ton gars Joe LaPuma pour faire un truc de sneakers. Ouais, et je ne sais pas si tu l'as vu, là, que Conor essaie de dire à Jack, tu devrais prendre les pompes de Retour vers le futur, là, qui sont dans le shop et tout. Ou non. Conor dit moi j'aimerais bien prendre ça, c'est cool, machin, et puis il demande le prix, et il leur annonce $35,000. Et là il se retourne vers Gyllenhaal, il fait non, je vais te laisser les prendre et tout. Et Gyllenhaal qui fait c'est dommage, il n'y a pas ma taille, je vais pas pouvoir les acheter. C'est assez marrant. Sauf que Gyllenhaal, à la fin de l'émission, il prend une chouffe de la mort parce qu'il fait genre, il va voir un vendeur et il demande une Air Force One white on white, tu vois, la blanche, et il dit est-ce que vous avez tout le sizing? Full sizing, ça veut dire du 39 au 48, tu vois. Ouais. Et le gars lui dit oui, on a tout. Il dit je prends tout pour le donner à des œuvres caritatives. Ok. Donc il dit ça et l'autre il arrive derrière, mais il marche vraiment comme ça. Conor. Oui. What you doing, mate? Il parle comme ça. Son accent irlandais. What you doing, mate? Et il est you're giving to charity. Ok, that's very good. Et tout. Et en fait, donc il se dit je vais faire pareil, moi aussi je vais donner à des œuvres caritatives. Et ils arrivent à la caisse. Et donc, Gyllenhaal est là. Alors, ça vous fera 3 000 ou 4 908 $. Bon, pas de problème. Et McGregor, ça fera 28 500 trucs. Et l'autre, il est content, il donne sa carte. Et t'as Gyllenhaal qui regarde, genre, genre, il prend un peu la chouffe quand même. L'autre, il a mis 20 000 de plus. Donc, c'était assez marrant. Mais quel teubé, ce McGregor. Il joue presque son rôle en fait de type inarrêtable. Il est flippant de nullité, mais ouais. Heureusement qu'ils n'ont pas demandé de jouer un poète du XVIIe siècle. Ceci dit, mieux valait qu'il joue qui se bagarre dans les bars. Ah mais il pourrait jouer tous les Dalton à lui tout seul. Enfin non, faut surtout pas qu'il rejoue quelque chose. C'est pas possible. Okay, donc n'allez pas voir Roadhouse, mais allez le voir quand même pour pouvoir voir si c'est aussi nul que ce que Pierre Armand. C'est toujours pareil, faites-vous une idée. C'est un cataclysme, c'est un axe. Voilà, c'est fou de vouloir faire des remakes de nanars, mais qui sont bien ancrés dans leur période et de vouloir en faire un truc. En plus, à l'époque, il y avait une très belle actrice qui s'appelait Kelly Lynch avec, je sais pas si tu te rappelles, et là, ils ont pris une fille insipide. Ouais, tout est cata. Il n'y a rien qui tient la route dans ce truc. Roadhouse. Allez, faut qu'on enchaîne avec les reliques pour se remettre un petit peu de baume au cœur du coup. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Alors je commence, j'ai un livre qui s'appelle Ghetto Brother. C'est l'autobiographie de Benji Melendez. Alors, je vous cache pas, c'est normal de pas savoir. Moi, je ne savais pas qui était Benji Melendez. En fait, c'est l'un des fondateurs d'un des gangs du Bronx qui s'appelait donc les Ghetto Brothers à la fin des années 60, début des années 70. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la vie de Benji Melendez a inspiré en bonne partie ce film, Les Guerriers de la Nuit, Warriors, film culte. Je sais pas si tu l'as vu, si tu t'en rappelles, Pierre, mais ça commence par une réunion en fait. Il y a un personnage qui essaie de regrouper tous les gangs de New York, donc ces gangs des années 60-70 de jeunes, en gros, des quartiers défavorisés, des ghettos de New York, pour essayer de les unifier. Et en fait, c'est tiré d'une réelle réunion qui a eu lieu, qui a été organisée par ce Benji Melendez suite à la mort d'un des
comment dire, d'un des membres de son groupe, et qui, au lieu de se lancer dans une guerre, dans une vengeance sanglante, a décidé au contraire d'essayer de fédérer les différents gangs de la ville, et du moins d'appeler un cessez-le-feu. Alors c'est un petit peu la même chose aussi si vous connaissez un petit peu l'histoire du hip-hop qu'on raconte au sujet d'Africa Bambaataa avec les Black Spades. C'est vraiment cette époque-là. Et ce personnage, Benji Melendez, est hyper touchant, passionnant. Le livre, alors il n'est pas super bien écrit, je vous le cache pas, parce que voilà, c'est pas un auteur. Vraiment, l'auteur qui l'a aidé à écrire le livre, Amir Saïd, a fait un gros travail d'interview, mais parfois c'est très littéral dans la retranscription. Par contre, un petit peu comme ce que je disais dans le cas d'Oscar Robertson, ça vraiment c'est hyper authentique. C'est vraiment la voix du personnage. Et il se trouve que ce personnage, donc après avoir été l'un des chefs d'un des gangs, a vraiment choisi la voix de la comment dire la voix de a décidé, en fait, il s'est rendu compte que de ses qualités de leader de gang, il pouvait devenir un leader de la communauté, et donc d'organiser voilà, d'essayer de faire en sorte que la vie du ghetto et de son ghetto soit meilleure. Et c'est assez intéressant. Il a même monté un groupe qui s'appelait les Ghetto Brothers, toujours le même nom que son gang, qui a sorti un disque qui a été réédité il y a quelques années qui s'appelle Power Fuerza. Voilà une espèce de mémoire de espèce de mélange de funk rock un petit peu des années 70. Voilà, comme je trouve que ça collait plutôt avec la thématique de personnages inspirants, parce qu'il y a ce côté finalement de simple membre, enfin de chef de gang, il est devenu activiste de sa propre communauté. Benji Melendez, donc son nom au sein de son gang, c'était Yellow Benji, parce qu'il est d'origine portoricaine, si je me trompe pas. Il y avait un Black Benji, c'est celui, le membre de son gang qui a été tué, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est décédé il y a quelques années. J'avais eu la chance de rencontrer l'auteur, là, le co-auteur Amir Saïd, personnage vraiment très intéressant, qui a sorti des bouquins aussi sur New York et sur la musique. Et voilà, ce livre, donc pas très connu, je pense, Ghetto Brothers, j'avais trouvé passionnant à lire parce que ça raconte le New York de bien avant la gentrification, avec les fameux The Bronx is Burning, avec en gros une partie de la ville pour des raisons pour mettre en place les premières étapes de la gentrification et laisser en gros ces ghettos brûlés par eux-mêmes avec des arnaques à l'assurance, etc. En se disant, de toute façon, nous on va reconstruire sur les ruines et puis on pourra mettre des logements qui coûteront de l'argent, dans lesquels d'où on pourra exproprier les habitants. Ça donne un petit peu tout ce panorama. J'avais trouvé ça passionnant, donc Ghetto Brothers. Et cet album Power Fuerza, là, qui avait été chroniqué par notre ami le bijoutier dans Hangtime dans sa chronique Under the Radar, donc il fait une grande chronique dessus. Donc vous pouvez retrouver dans les podcasts d'Hangtime, je ne me rappelle plus l'épisode, donc cherchez, démerdez-vous, ça ne peut pas tout écouter et ce sera très très bien. Comme quoi, c'était pas, on n'en avait pas parlé en avance, mais c'est beau, ouais, magnifique. C'est vrai, mais il nous avait parfaitement chroniqué ça. Moi, ma relique cette semaine, alors là on est dimanche, mais lundi c'était le Air Max Day. Donc le Air Max Day, c'est une relique à tiroir. Pourquoi? Parce que donc c'était le Air Max Day, donc on se rappelle dans le MOOC sur les Playmakers, j'avais eu le plaisir de faire un article sur Tinker Hatfield, donc qui avait créé cette fameuse Air Bubble ici, cette Air Unit visible, ce qui était une hérésie à l'époque parce que Nike voulait pas, pensant que ça allait se crever et que ce serait une catastrophe, et on sait ce que ça a donné. Et donc sur cette Air Bubble qui est passée sur les Air Jordan par la suite, notamment à partir de la Air Jordan 3 et la Air Jordan 4 également, la 5. Ça s'était arrêté sur la 7 ensuite, donc voilà, sur la 4 apparaît ça. Et pourquoi donc ça? C'est la deuxième poupée russe. Je te montre l'Air Jordan 4 avec sa grille ici, son fameux grillage, et la nouveauté qu'il y avait, c'était la mention flight sur l'étiquette. Pourquoi je te montre ça? Parce que ma relique, voilà, c'est une veste de 1988, donc de chez Nike à l'époque, tu vois, toute satinée, toute rouge. Waouh. Et c'était la veste officielle de la Jordan 4, puisque tu vois que le fameux grillage était représenté ici avec ce filet qui est ici. Et derrière, il y avait la grande mention Flight qui est là. Alors, c'était encore estampillé Nike, mais malgré tout, tu vois, à l'intérieur, tu avais l'étiquette Nike Jordan Flight qui donc mettait le truc. Mais à l'époque, tu vois, le Jumpman, il n'était pas encore vraiment en place. Ça restait des produits Nike. Donc voilà, tu vois, elle
elle fait du bruit qu'on dirait elle croustille comme des chipsters, donc comme des Monster Munch. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment la coupe des années 90, hein, que tu vois, elle est super épaisse à l'intérieur. Carrément. Voilà, entre notre chère Elodie Rama qui dit qu'elle ressemble à la veste de Michael Jackson dans Thriller. C'est pas faux, mais c'est pas faux. elle pète quand même. Mais attends, du coup, ma question habituelle, ça, c'est. Tu l'as chopée à l'époque, cette veste-là? Celle-là, non, celle-là, elle n'est pas d'époque. Je l'avais chopée sur eBay, il me semble. À une époque où justement il y avait. Oui, mais j'avais pas chopé. J'avais joué au début d'eBay, tu vois, quand tu avais les gars qui se servaient de ça en disant vas-y, on fait un vide-grenier, tu vois. Ouais. Et donc c'était le paradis parce que ça, j'avais dû payer 30 balles, quoi. Aujourd'hui, sur Vinted ou dans des friperies ou enfin des magasins spécialisés de ces objets vraiment vintage, ça coûte 200 balles. Incroyable pièce. Écoutez, si vous voulez des photos exclusives de l'entrepôt dans lequel Pierre Armand stocke ses jerseys, ses chaussures. Toi, avec ta médiathèque, là, vas-y. Tu nous fais croire que tu as juste 20 CD derrière, mais moi, je le connais, le meuble à vinyle. Je les ai pris à la bibliothèque, ceux-là. Je dois les rendre cette semaine. L'autre, il a une bibliothèque NBA uniquement basketball et de livres en VO. Écoutez, en tout cas, on était ravis d'être avec vous cette semaine encore. N'hésitez pas à nous dire, nous donner votre avis, nous dire ce que vous avez pensé du thème d'aujourd'hui. Encore une fois, sur les moments inspirants, on sera ravis de lire ça. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, de toute façon, pour un nouveau Culture. D'ici là, mardi sur Hangtime et puis en décalé sur les podcasts. Et oui, vas-y, Pierre. Une dernière chose parmi les reliques, je veux dire. Oui. Voilà, parmi les reliques, cette litho qui avait été signée par notre ami et malheureusement désormais regretté Yann Nallon. Voilà, ça, j'étais drôlement fier de l'avoir et je suis très ému de vous le montrer aujourd'hui. Ouais, une pensée encore une fois pour Yann et toute sa famille. On vous encourage, je vous le redis encore une fois, vraiment allez voir sur son Instagram si vous ne connaissez pas cet artiste. Il faisait des choses folles, vraiment pas que sur le basket, d'ailleurs sur le foot, sur les sports de combat, sur les séries, la musique. Il avait une palette qui n'avait pas de limite. Donc une grosse pensée pour Yann et nous on vous dit à très vite. Salut. Salut, bonne semaine.